Coucou, bienvenue dans Clitosaure. En ce 31 octobre, j'ai décidé de vous proposer 3 histoires vraies de personnes autour de moi et de moi-même qui sont creepy, glauques, flippantes, malaisantes. Bienvenue dans le format Clitosaureur. Alors moi, ce qui m'est arrivé comme expérience un peu folle, c'est une histoire qui se passe dans les montagnes. Première fois dans la montagne, week-end ski avec mon entreprise. Et je m'embarque dans un voyage qui se passe dans un contexte de grève SNCF. On avait prévu de prendre le train, et ben finalement on prend le bus. Donc les 3 heures de trajet se transforment en 12 heures de trajet. En soi, ça me dérange pas plus que ça, parce que j'ai l'habitude du bus et que concrètement j'étais entourée de potes avec un peu d'alcool, un peu de jeux de société. A priori, on était plutôt partis pour un bon moment. On arrive, bus, car des années 70 à peu près. Un peu vieillot, tu sais, l'assise inconfortable, tu t'assois, ça te pique un peu les fesses, tu sens que tu vas être pas dans une situation des plus agréables pendant tout ce temps-là. Et là, mes allergies, elles se redéclenchent. Mes allergies, c'est des allergies aux acariens. Donc, la goutte au nez, c'est parti pour 12 heures de trajet. On commence à se mettre en route, jusque-là, tout se passe bien, pas de grands sujets, à part 2-3 coups de frein un petit peu sur le périph', le chauffeur qui se met à passer des coups de fil sur le périph' et à gueuler dans tout le car. Je me dis, bon, il est un peu malaisant le garçon, mais on va quand même passer un bon moment. Donc je profite de mes potes, on passe beaucoup de temps à discuter, à rigoler. Le trajet se passe plus ou moins sans encombre, avec quelques freinages un peu brusques, jusqu'à la 10e heure de trajet. On arrive en bas de la montagne. Et à chaque virage, notre bus décide de caler. En fait, en clair, on sent que le bus, qui est un peu vieillissant, a du mal à gérer les pentes qui sont vraiment très très prononcées à ces endroits-là. Et c'est là que ça commence à devenir un peu flippant, parce qu'à chaque arrêt, le conducteur débraye, le bus part en arrière pour pouvoir repartir de l'avant. Donc là, déjà, quand ton bus il a quelques centimètres du fossé, qu'il est 2h du matin, moi j'étais pas très sereine. La personne qui était à côté de moi était endormie. Je réveille cette personne parce que mes anxiétés étaient alerte maximale. Je lui fais je peux te tenir la main parce que là ça commence à devenir chaud. Il se passe un truc. Je trouve pas ça très normal. On cale une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Bon là je commence à aller chercher de l'assurance un peu ailleurs. Donc je vois mon pote qui est juste à ma droite. En fait il est mécano. Et je lui dis Clément, est-ce que tu peux m'assurer qu'on arrive en vie ? Et il me répond, alors là, moi, je ne réponds de rien. Et je fais, ok, bon bah ça pue cette histoire, mais jusqu'à là, on a l'air de survivre, on cale juste un peu dans la montagne, ça doit arriver régulièrement. Enfin, c'est quand même une compagnie de bus professionnelle, on devrait réussir à s'en sortir, quoi. On continue notre chemin, ça fait une 10e fois qu'on cale. Mais bon, ça a l'air d'inquiéter personne à part moi qui suis stressée sur mon petit siège. Au bout d'un moment, j'essaye de continuer à interagir avec les gens autour de moi parce que mon anxiété est en train de prendre le dessus et si je parle pas aux gens, je commence à partir dans une spirale infernale. Et là, je me retourne et je vois quoi ? Je vois pas grand chose. En fait, les visages des personnes au fond du bus, j'arrive pas à les distinguer. Du coup, je phase un peu et je demande à mes potes, mais les gars... Est-ce qu'il y a que moi ? Est-ce que c'est parce qu'il est 2h du mat, que j'ai un peu la tête dans le cul, ou comment ça se passe, quoi ? Ils se retournent aussi, et là on se rend compte que c'est pas juste moi qui hallucine, c'est qu'il y a un nuage de fumée, et que ce nuage de fumée commence à être un peu inquiétant, c'est de la fumée grisâtre, quoi. Au bout d'un moment, allez, 2-3 minutes, on entend les gens du bus qui commencent à tousser. Donc là, on se dit, ok, on l'a vraiment pas rêvé ce nuage de fumée, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc on commence à essayer d'interagir avec le chauffeur en lui disant, gros, désolé, il y a un peu de fumée à l'arrière du bus, est-ce que ça te dirait pas d'arrêter de caler ? Et on sort. Le gars, bizarrement, potentiellement en état de choc ou peut-être surconcentré de toutes les heures de route qu'il a fait, il nous répond pas, enfin il interagit pas socialement, on a un mur en face de nous. Là je commence à regarder un peu autour de moi en mode réflexe de survie, on est dans un bus qui cale, dans la montagne, il y a de la fumée, qu'est-ce qu'on fait ? Bon on regarde les équipements de sécurité, est-ce qu'il y a un petit marteau pour casser les vitres au cas où ce sacré chauffeur ne nous répond pas ? Y a pas de petit marteau. Y a pas de petit marteau, y a pas de trappe de sécurité. Enfin, en fait, le bus c'est pas du tout aux normes de sécurité de 2021, quoi. Finalement, les gens du fond du bus commencent à s'exciter aussi parce que ils sont un peu dans le mal, quoi, concrètement. Ça fait déjà une bonne dizaine de minutes qu'ils inhalent de la fumée, donc à un moment
ta santé reprend le dessus et ton instinct de survie aussi. Il y a un mec du fond du bus qui est assez baraque, qui se lève et qui va voir le chauffeur réagit toujours pas. Il décide de forcer la porte du bus, donc vraiment en mode rugbyman. Je donne un coup d'épaule, 2 coups d'épaule, la porte du bus s'ouvre. On sort du bus, là vraiment tout le monde se précipite en mode juste instinct de survie, tu prends ton téléphone. On a commencé à s'éloigner et 3 minutes plus tard, l'ensemble de l'arrière du bus a pris feu. En fait, c'était un démarrage de feu à partir du moteur, et les moteurs dans les cars sont généralement à l'arrière. Le feu a pris tout l'arrière du bus, et les flammes montaient au-dessus du haut du car, quoi. Donc c'était vraiment hyper impressionnant. J'avoue que j'étais dans un moment de panique euphorie, parce que du coup, j'étais dans un fou rire qui a duré bien 10 minutes. J'ai appelé ma personne et j'ai dit regarde, il y a le feu à mon bus. Il était 3h du matin, la personne m'a dit quoi, il y a le feu à ton bus, mais t'es dans un bus, mais qu'est-ce que tu fais? Et moi j'étais là genre mais oui, mais c'est génial, et moi on va pas avoir froid dans la montagne. Et voilà, donc on s'est retrouvés à 3h du matin à je sais pas, je dirais 10 minutes de l'endroit où on devait arriver, avec notre bus qui était en train de prendre feu. Heureusement, il y a des cars qui étaient partis 1 heure après nous, qui sont passés 10 minutes après nous, qui nous ont embarqués à bon port là où on devait arriver. Sauf que pour ce week-end ski de 2 jours, finalement, on n'avait ni vêtements, ni équipement de ski, ni rien du tout. Donc on a principalement fait la fête et essayé d'oublier ce petit moment pas des plus agréables. Suite à ce petit trauma, on a quand même envie de se faire entendre justice, on va dire. Notre entreprise, qui est organisatrice de l'événement, a essayé de poursuivre la compagnie de bus. Autant vous dire que c'est des débats éternels qui font ping-pong entre un interlocuteur et un autre, entre les 2 différentes assurances, et ensuite qui donnent lieu à des procédures judiciaires. Bon, pourquoi on fait ça? C'est concrètement, on a un petit trauma moral, et pas un petit pour certains. En fait, il y a des personnes qui sont vraiment sorties de cet événement choquées, déboussolées, et surtout qui en gardent des séquelles et qui ont plus envie de prendre les transports, quel que soit le mode de transport. Mais aussi, certaines ont été hospitalisées pendant les 2 jours de l'événement, donc avec des problèmes respiratoires, des problèmes d'inhalation de fumée trop forte, mais aussi du coup un préjudice finalement financier, parce que la majorité des personnes ont ramené du matériel avec eux. Par exemple, j'ai un copain qui est assez bon en snowboard, qui a l'habitude de participer à des jeux concours et qui avait envie de ramener sa plus belle planche parce que il savait qu'il passait un seul week-end à la montagne cette année et il voulait en profiter à 100%. Cette planche, elle coûte 13 000 €. Et cette planche, elle est partie en fumée avec l'ensemble de notre matériel, de nos habits, etc. Donc voilà, l'histoire. On espère avoir une suite positive et récupérer un petit peu de sous. Donc quand j'étais petite, on allait en vacances tous les étés à la campagne, mais l'une des premières fois où on est parti, c'était une maison en Auvergne qui m'a terrorisée, mais il s'est rien passé en soi, c'est vraiment l'ambiance globale du truc. Rien que l'arrivée, elle était horrible. C'était même pas un village, je pense qu'il y avait 3 maisons à tout péter qui étaient des anciens corps de ferme. Donc il y avait rien autour. Et quand on est arrivé là-bas, c'était la méga brume, il faisait hyper blanc, hyper froid. Et en fait, la voiture est tombée en panne le premier jour de notre arrivée. Ce qui fait qu'on est très peu sorti de la maison, ou alors quand on sortait de la maison, on avait 1 à 2 heures de trajet à pied pour aller jusqu'à un endroit. Et la maison, c'était une vieille maison qui datait de 1800 et quelques. Quand j'étais dans la maison, j'allais toujours le plus près possible de la porte d'entrée pour être sûre de partir, parce que je sentais qu'il y avait toujours un truc qui me mettait en tension. Vraiment une énergie qui... Tout me poussait à me barrer de cet endroit. En gros, quand on arrivait, la première salle dans laquelle on était, c'était une grande salle à manger, avec une énorme table en bois hyper longue, et la lumière vraiment juste au-dessus de la table en bois, mais il y avait quasiment que ça comme source lumineuse. Et puis comme il faisait hyper moche tout du long, il y avait vraiment une lumière grise et froide, et il faisait humide, et alors qu'on était en plein été, mais je sais pas, il y avait une vie propre à cet endroit-là, un microclimat, j'en sais rien. Et donc pour moi, il faisait tout le temps nuit dans cette maison. Et dans la même pièce, il y avait en gros une petite micro-pièce séparée avec des petites baies vitrées, mais il y avait du coup des rideaux qui obstruaient la vue à l'intérieur, et ça me terrifiait. J'ai l'impression qu'il y avait un fantôme qui était là aussi avec moi. Et la pièce la plus horrible à mon sens, c'était une autre salle à manger, donc je ne sais pas pourquoi il y en avait 2, dans laquelle on n'allait jamais, excepté pour jouer à cache-cache. Ma soeur me disait que c'était là-bas qu'il fallait que j'aille pour compter, parce qu'elle savait que ça me terrifiait, et donc du coup je me faisais bisuter. Et donc c'était une grande pièce arrondie avec des murs rouges, mais rouges sang, enfin vraiment le film d'horreur. Une énorme table en bois massif, le truc fat
qui date de l'époque des vampires, en plein milieu du truc, avec des énormes chaises hyper hautes. Et puis je crois qu'il y avait même pas de fenêtre, un grand chandelier au-dessus, enfin vraiment le truc cliché à mort. Moi quand j'allais là-dedans pour compter, je me mettais genre vraiment dos au mur pour être sûr qu'il n'y ait pas un fantôme qui vienne de derrière moi pour me bouffer. J'étais persuadée que c'était un endroit où il y avait genre un conseil des vampires en fait, qu'il y avait tous les soirs des monstres qui venaient, qui s'asseyaient autour de la table et qui faisaient genre alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les faire flipper. Et ça c'était pas le pire pour moi dans la maison. Et donc après il y avait un grand escalier en bois qui tournait et qui montait jusque dans les... Enfin, donc au premier étage où il y avait les chambres. Sauf que la chambre qu'on avait, j'ai mis la chambre, c'est la chambre, le lit était là et en fait on avait la porte d'entrée ici et donc le couloir continuait un peu plus loin et au bout du couloir il y avait une porte. Et moi, en fait, de là où je dormais, j'avais en première vue, genre vraiment le bout du couloir, donc la porte en question. Et cette porte-là, je n'ai jamais su ce qu'il y avait derrière. Elle était fermée à clé, il y avait des chaînes dessus qui condamnaient complètement la porte. Et du coup, toutes les nuits, je voyais cette pièce-là, avec tous les bruits de la maison que tu connais pas. Donc dans ma tête, il y avait genre tous les fantômes et tous les monstres qui allaient faire leur réunion dans la salle rouge, là. Ils étaient en train de dormir dans le grenier, je pense. J'étais persuadée qu'il y a un monstre qui allait sortir de ce truc-là, venir me bouffer, me tuer, me torturer dans mon sommeil, et après aller dans sa putain de pièce en bas et du coup je dormais pas quoi. Et j'ai vraiment gardé une image mais diabolique de cette maison. L'image de Silent Hill avec l'arrivée dans un village fantôme là, avec une espèce de brume, c'est littéralement cette image là que j'ai de cette maison là et de ces vacances d'été. Je pense que je suis très sensible à mes émotions et du coup quand il y a une énergie qui me met très mal à l'aise, elle prend une grosse ampleur. Ma mère est un peu sorcière donc faudrait peut-être que je lui en parle, savoir si elle a des souvenirs de cette maison là, si elle a senti quelque chose ou pas dans cette baraque. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y avait des trucs vraiment chelous qui se passaient malgré tout. Alors moi, mon histoire flippante, c'est pas une histoire paranormale, c'est plus une histoire glauque de mec chelou. Il y a quelques années, je faisais pas mal de stops parce que j'avais pas forcément les thunes de prendre beaucoup le train. C'était hyper facile parce que j'étais une meuf, j'étais seule, donc je faisais mes trajets mais hyper easy. Et un jour, j'ai décidé de rentrer de chez mes parents à Bordeaux. Donc mes parents habitent à Orléans et Bordeaux c'était l'endroit où j'étudiais. Mes parents m'ont donc déposé à l'aire de péage habituelle, donc à la Chapelle Saint-Mémin. Pour eux comme pour moi c'était habituel de faire du stop. Au contraire j'adorais faire du stop parce qu'à chaque fois je rencontrais des gens super chouettes que j'aurais jamais rencontrés dans d'autres cadres. Et ce jour-là j'ai attendu un peu plus que d'habitude. Alors un peu plus c'est 20 minutes, mais en vrai c'était beaucoup pour moi parce que d'habitude en 5 minutes il y avait quelqu'un qui me prenait. Et ce jour-là, au bout de 20 minutes d'attente, où je commence vraiment à m'impatienter, il y a quelqu'un dans une fourgonnette blanche qui arrive près de moi, qui s'arrête et qui me dit voilà, est-ce que tu veux monter, où est-ce que tu vas et tout. Donc je lui dis moi je vais à Bordeaux. Il me dit que lui il va à Mer, c'est à 45 minutes, 1 heure de la Chapelle. J'étais assez désemparée à ce moment-là, je me disais que personne ne voulait me prendre en stop, donc je me suis dit bon vas-y, je vais aller à Mer, au moins ça va m'avancer un petit peu. Je monte dans sa voiture, déjà mon intuition me dit il y a un truc louche. J'avais l'habitude de voyager tout le temps avec une bombe lacrymo en gel. Quand je monte dans la voiture, genre je fais tomber la lacrymo, je la ramasse. Mais du coup, il sait que j'ai une bombe lacrymo et là, ça me met encore plus mal parce que j'avais l'impression que c'était un peu mon arme magique et qu'il fallait surtout pas que les personnes avec qui je voyageais en stop sachent que j'ai une bombe lacrymo. Et là, je me dis, ok, donc ça déjà, ça tombe à l'eau, il sait que je suis armée. On commence à rouler et tout se passe bien. Bon, le mec est assez... Bon, il est pas très intéressant. C'est vraiment du small talk. Après, c'est normal quand tu fais du stop d'être en mode small talk. Mais avec lui, c'était vraiment très 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 peu intéressant. Mais je me dis c'est pas grave, c'est cool, il m'a prise en stop et tout. Donc on parle du fait que il est magicien, que là il va au taf, il me parle de ses enfants, moi je lui parle de ce que je fais à Bordeaux et tout. Et puis il me dit qu'il a un fils qui a mon âge. Donc à cette époque-là, j'ai 20 ans. Et puis juste après, il me demande et sinon t'as un copain? Donc je me dis mais pourquoi il me pose cette question de cette manière-là, tu vois, genre ça paraît hyper intéressé, ça sort de nulle part. Mais bon, je me dis, de toute façon, depuis le début, la conversation, elle est pas hyper fluide, donc pourquoi pas. Donc je lui dis oui. Et il me dit, et il te fait bien l'amour? Et là je me dis, ok, là c'est vraiment chelou. La vérité était que ce mec me faisait pas bien l'amour, donc je réponds au mec, non. Je sais pas pourquoi, pour moi j'avais juste pas envie de mentir en fait. Ah oui, et la chose que j'ai pas dite, c'est que le mec déjà, il parle comme ça. Salut ma petite fille, ça va bien? En plus, il ressemble au Père Noël, donc c'est un mec vieux, gros, avec une grande barbe blanche, et vraiment, il donne pas du tout envie.
Je lui réponds que non, mon copain ne me fait pas bien l'amour, ce à quoi il me répond « Eh ben moi je vais te faire jouir, hein, tu vas voir !» Non, je n'ai pas du tout envie de voir. Donc sur le moment, je frise. Pendant cette période-là, j'étais en train de lire un livre d'un gros connard de mec cis, sexiste, macho, tout ce que tu veux, de Mérine. Mais je me rappelle que dans ce livre, à un moment, Mérine se retrouve piégée et qu'en gros, il rentre dans le jeu de la personne qui essaye de le piéger pour un peu l'amadouer et séduire cette personne et après l'entourlouper quoi. Et je me dis, je vais m'inspirer de Mérine et si jamais ce mec qui est à côté de moi et qui est répugnant et qui me dit qu'il veut me faire jouir alors qu'on est à huis clos dans cette voiture, si jamais il s'arrête, je fais style que je suis séduite par lui, je commence à l'embrasser et là, pouf, ni une ni deux, je lui fous la bombe lacrymo Angèle dans la tronche et je sors par sa portière. Parce que ce qui me fait flipper, c'est qu'il ait fermé ma portière à moi. Et je veux surtout pas montrer que j'ai peur. Donc, je suis en train de penser à tout ça, je sais pas combien de temps ça dure, mais suffisamment longtemps pour qu'il me dise « Bah alors, je t'ai fait peur ?» Alors je lui dis « Ah non, non, pas du tout !» Pas du tout, mais tu me fais pas du tout peur, mais moi là je suis... C'est les vacances pour moi. Non, j'ai dit non, je pense à ce que je vais faire quand je vais être à Bordeaux et tout. Et puis je continue à lui parler du coup de Bordeaux, et je lui pose des questions sur sa famille et son fils qui a le même âge que moi. Et j'essaye vraiment de maintenir la conversation de telle sorte qu'on ne parle pas du tout du fait qu'il veut me faire jouir. Et on arrive à Mer, et là il me dit « Voilà, c'est là que tu descends ». Et je suis très soulagée, puisque ça veut dire qu'il n'est pas sorti à n'importe quelle aire ou n'importe quelle sortie pour me violer dans un coin. Mais je suis quand même encore assez terrifiée. Et donc je descends de son camion, et au moment de fermer la porte, il me dit « Mais t'es sûre, hein, je peux te faire jouir, hein, je te ferai des petits tours de magie ?» Je me dis « Mais à quel moment, gars, tu crois que je vais te dire oui ?» Donc je lui dis « Non, ça ira, merci, c'est bon. » Je ferme la porte. J'appelle ma mère, je lui dis « Maman, il faut que tu viennes me chercher ». Et j'ai attendu ma mère pendant 45 minutes sur ce péage de Mer où il y a personne, mais vraiment personne qui passe. De temps en temps, il y avait genre des gros camions et j'avais juste trop peur en fait que les mecs dans leur camion me disent « Eh, tu montes !» J'avais aussi hyper peur que le mec qui m'avait prise en stop revienne, tout simplement. Qu'ils se disent « Ah mais attends, elle est toute seule, pourquoi je la violerais pas ?» Et finalement, ma mère est arrivée, on est rentré à la chapelle, j'ai pris un train. Voilà, c'était mon histoire flippante. Est-ce que vous aussi, vous avez des petites histoires flippantes ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. C'est vraiment important pour moi, pour l'algorithme de YouTube, puisque plus tu likes et plus tu commentes, le plus de personnes vont être touchées et vont voir la vidéo. Donc pour toi, c'est un petit clic, et pour moi, c'est vraiment beaucoup. Si toi aussi, t'as des témoignages flippants à partager, tu peux me le dire en commentaire, et tu peux aussi m'envoyer un message. Et si tu habites en Ile-de-France, ou si tu es sur ma route un de ces jours, je pourrais t'interviewer, et tu pourras faire partie des Clitosaureurs. Bisous. Quel moment, gars, tu crois que je vais te dire oui?